Donc Jean-Pierre Vidal, professeur émérite de l'UQAC, père fondateur de la même institution, écrivain, sémioticien, chercheur. Parmi ses nombreuses publications, il se trouve entre autres 2 livres sur Rob Grillet, 3 recueils de nouvelles, un essai, un recueil d'aphorismes. Il est donc, par exemple, je cite quelques titres. Le dernier titre en nouvelle, c'est Le chat qui avait mordu Sigmund Freud en 2013. Dernier recueil d'aphorismes en 2012, Apophthegme et Rancœur. Et il est par ailleurs conseiller scientifique au FRQSC depuis 2005. Oui, mais ça vient de se terminer. Et ça vient de se terminer. Voilà. C'est une primeur. Je lui laisse la parole. Qui va nous parler de l'autre dans les variations du maire. Merci Paul. J'avais envisagé de faire un long préambule que j'ai coupé pour ne pas perdre trop de temps, mais je vais quand même en garder une partie. C'est ma position théorique, à partir de quoi je parle. Je vais parler du principe poétique de Jacobson, qui est un linguiste qui m'a toujours beaucoup inspiré dans mes études littéraires. Je considère en particulier que ce qu'il appelle, lui, le principe poétique, ce qui ordonne la fonction proprement de production d'un texte ou d'une parole, j'ai toujours été persuadé que c'était la chose la plus intelligente qu'on avait jamais dite, non seulement sur la littérature, mais sur l'art. Et depuis ce temps-là, je travaille avec, je travaille dedans, je travaille autour, je travaille aussi un peu contre d'une certaine façon, dans la mesure où ce que Jacobson définit comme étant ce principe poétique-là, je vous le cite, c'est la projection du principe de sélection. Non, excusez-moi, je reprends. La projection du principe d'équivalence de l'axe des sélections sur l'axe des combinaisons. Autrement dit, on pourrait dire ça autrement, la projection d'un paradigme et d'un contexte sur le déroulement, sur le syntagmatique, en quelque sorte. Et moi, je crois que ce principe-là mériterait, pour bien rendre compte de ce qui se passe quand on écrit, ou quand on fait une création quelconque, mériterait d'être réversibilisé et qu'on dise, à cette projection-là, qui est celle du paradigme sur le syntagme, en quelque sorte, correspond nécessairement l'inverse, c'est-à-dire la rétroprojection du principe qui est celui de conjonction, qui est celui du syntagme, sur le paradigme. Autrement dit, quand un texte se déploie, il restreint les éléments qui lui permettent de choisir la suite de son déroulement. J'aurais dû m'en tenir à mon texte parce que c'est un peu confus, mais bon. Tout ça pour dire que je crois que dans ce paradigme qu'il a au départ pour décrire ce qu'il va rencontrer, les autochtones, je crois que Cartier a le choix entre 2 termes qui s'imposent comme naturellement, qui sont tous les deux le résultat de sa culture gréco-latine, comme la nôtre, la culture occidentale. L'un de ces termes étant d'origine latine, c'est celui qu'il va choisir, c'est sauvage, traduit sauvage, en l'utilisant dans son sens, qui est le sens étymologique, qui a encore cours à son époque, qui n'est pas du tout le sens péjoratif qu'on y a accolé progressivement après, mais qui veut dire simplement Sylvaticus, c'est-à-dire l'habitant des forêts. Et je crois que parce qu'il choisit de les nommer sauvages, il va insister sur le paysage duquel ces sauvages, ces habitants se détachent, en quelque sorte. Sur les naturels, c'est une façon de dire les naturels. Mais il y a un autre terme qu'il aurait pu choisir aussi, et qui est aussi dans la culture gréco-latine, c'est-à-dire le terme latin qui désigne non plus comme Sylvaticus appartenant à la forêt et être animé, mais en parlant des végétaux, mais cette fois-ci le terme qui indique une appartenance au territoire, mais qui lui concerne plutôt les animaux. Et comme pour lui, dès le départ, ceux qu'il va rencontrer ne sont pas des animaux, mais des êtres humains, il n'utilise pas l'autre terme, mais je crois que l'autre terme est celui que peut-être
on va voir ressurgir plus tard, et ça aussi c'est un effet du principe poétique, si je puis dire, mais je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus, c'est celui qu'on va voir ressurgir plus tard, notamment dans la complaisance avec laquelle sont décrits les supplices, hein, notamment, c'est le terme féroce. Parce que féroce en latin, au sens étymologique, ne veut pas dire, lui non plus, la dimension négative et péjorative qu'on y a accolée après, mais veut dire simplement audacieux. Et pour les Latins, en fait, qui est un peuple de juristes, mais aussi, bien sûr, de conquérants, c'est une qualité. Hein. C'est la qualité de la bête sauvage. Mais les deux, vous voyez, les deux traits de la nature, il n'a pas utilisé Cartier. Mais ce terme qu'il n'a pas utilisé, à mon avis, ressurgit dans la façon dont il combine au tout début, et j'en donnerai des exemples dans mon analyse, dont il combine presque systématiquement sauvage et effarable. Et effarable, ça veut dire effrayant, effroyable, mais aussi effarant, c'est-à-dire tout simplement étonnant. Et là, à ce moment-là, et tout ce que je suis en train de vous dire, ça justifie aussi le principe poétique, je dirais, à ce moment-là, il donne au mot féroce, qu'il n'utilise pas entre nous, hein, mais il le fait ressurgir autrement, il lui donne le sens du mot grec faire, dont le mot latin n'est qu'une translittération pure et simple, hein, c'est pas une traduction. Et le mot faire en grec veut dire bien d'autre chose. Ça veut dire notamment signe envoyé par les dieux, en particulier signe extraordinaire, présage effrayant, prodige, et partant, chose monstrueuse, animal monstrueux, être monstrueux et toute chose prodigieuse, étonnante. Donc je crois que la notion d'étonnant, elle porte aussi pour les Grecs ça, ce qui expliquerait, à mon sens, c'est une hypothèse, que dans les premières tentatives des Européens pour imaginer ces choses que l'on voit ailleurs, on a des monstres. Hein. Dans les cartographies, les premières cartes, il y a des monstres nécessairement. Parce que le monstrueux, c'est d'abord, ça peut être un signe envoyé par les dieux, mais c'est d'abord la marque de l'étonnement. Alors voilà, donc c'est mon préambule qui est peut-être un peu trop long pour quelque chose qui était supposé raccourcir, mais bon. Interpréter, fût-ce de façon inconsciente, un fait mondain, c'est-à-dire se montrer capable de voir un signe dans l'événement, le lieu, l'être ou l'objet de nature rencontré, dépend toujours du contexte réel où ils apparaissent, mais aussi du contexte largement virtuel auquel appartient lui-même celui qui les perçoit. Pour tenter de rendre compte de cette sémiose, j'analyserai les façons dont la rencontre entre Premières Nations et Européens est évoquée dans les textes de Jacques Cartier, et je tenterai de montrer par quel détour la narration tend à effacer l'autochtone alors même qu'on prétend le décrire. Il n'est au fond perçu que comme une partie du décor et se trouve dès le départ, malgré les apparences de l'objectivité dont on a trop loué l'explorateur malouin, défini soit comme un instrument, soit comme un obstacle, soit encore comme un simple accident sur la voie de l'exploitation des bienfaits que le Dieu des chrétiens a préparés pour ses fidèles, tout en reconnaissant que ce sont des êtres humains. Ici se compose un texte où se profile en point de fuite un sauvage en forme de sujet translittéral, puisque sa langue reste impénétrable, hors l'assistance qu'il peut bien donner lui-même en jouant le truchement, au risque d'être mal interprété et surtout soupçonné de quelque traîtrise. Or, le moins que l'on puisse dire, c'est que s'il y a un traître dans l'aventure, c'est Cartier lui-même. Et on le verra à maintes reprises l'avouer ingénument, entre les lignes ou même expressément. Et le pire, ce n'est pas qu'il soit de lui-même mal intentionné, loin de là, c'est que la nature même de sa mission, ses objectifs à moyen et long terme, le pousse naturellement à placer toute rencontre sous le signe de la méfiance et de la ruse. Loin de s'ouvrir à l'autre, il se projette sur lui prête ses propres intentions, tout en le disséminant, l'autre, dans diverses chaînes métonymiques où, simple partie d'un tout, l'Indien finit par se perdre. La forêt, ce faisant, n'est pas cachée par l'arbre, mais impose son unité singulière au pluriel des différences.
C'est comme si une remontée étymologique résorbait le sauvage dans le Sylvaticus, dont je viens de parler, de sa dénomination européenne. Mais l'Indien est rusé, et nous le verrons dans la suite de mon analyse, il tentera de prendre Cartier au piège du même, en lui tendant un miroir aux alouettes, où son narcissisme, celui de Cartier, pourra venir se prendre. Tout se passe comme si le déploiement du récit multipliait les mises en regard, les vis-à-vis, les spécularités, bref, les diverses formes de face-à-face qu'implique la rencontre, non sans que dans ce palais des miroirs et des mirages, le sujet, aussi bien Cartier lui-même que l'autochtone, ne soit pris dans une chaîne signifiante, au sens lacanien pratiquement, où le sujet clignote, se ramifie, s'assimile à l'autre et se retrouve en fin de compte seul avec lui-même, tel un narcisse fomenté par les circonstances. Je vais donc lire Jacques Cartier sous l'angle de la poétique de Jacobson et montrer notamment comment la progression narrative et les figures sur lesquelles elle se fonde reposent sur un travail de variation qui correspond, selon moi, au principe poétique de Jacobson, c'est-à-dire la projection du principe d'équivalence de l'axe de sélection sur l'axe des combinaisons. L'axe des sélections, source en quelque sorte de la parole, puisque c'est là que se marque l'effet du désir ou du besoin de dire, c'est aussi l'axe paradigmatique, et l'on peut aussi symétriquement assimiler l'axe des combinaisons à la dimension syntagmatique du texte, c'est-à-dire l'ordre de la narration et la succession des événements et des descriptions qui la constituent, aussi bien que celui de la phrase, lieu où la dimension poétique est objectivement visible et où quelque chose s'entend, et dans le cas d'un texte, se voit. J'ajouterais qu'il me semble manquer quelque chose à la formule de Jacobson, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la rétroprojection du principe de conjonction de l'axe des combinaisons sur l'axe des sélections. Cet effet n'est-il pas à l'origine de l'existence des conjugaisons dans certaines langues, puisque le paradigme ainsi découpé dans le nuage que forme le sens de tel ou tel mot n'est que la projection ordonnée de la fonction grammaticale du mot dans la phrase, sens que je donne aux déclinaisons. Quoi qu'il en soit, tout texte, quel qu'il soit, est une répétition en forme de variation de segments plus ou moins grands de lui-même, reformulés de façon plus ou moins explicite, si bien qu'on peut comparer tout incipit à une cellule où se discerne déjà en germe l'ensemble du texte, du moins en tant que réservoir de possibles. Tout texte déploie son champ syntagmatique sur une réduction progressive de son champ paradigmatique, que littéralement il ordonne et réduit par le fait même. Au fond, c'est ce phénomène que l'on appelle le sens, forme de cohérence de l'objet de texte. Comme je n'ai pas le temps de donner ici des exemples pris dans divers textes, et comme il n'est pas de mon propos d'exposer plus en détail cette question, je me bornerai à illustrer ces propositions théoriques par ma lecture du texte de Jacques Cartier dans cette édition-ci, édition Luxe, qui est en moyen français, ce qui est extrêmement intéressant parce que ça permet de voir des choses que la transcription en français moderne ne fait pas voir. Donc ma lecture du texte de Jacques Cartier, en tentant de mettre ainsi à jour quelques-uns des divers réseaux qui produisent dans leur résurgence même les séquences narratives qui constituent le texte. Une rencontre sans surprise. Dans la perspective jacobsonienne où le référent est étroitement lié à l'axe syntagmatique qu'il découpe et ordonne, s'en trouvant lui-même recomposé, comme pour ma part je le propose, la rencontre entre Cartier et les autochtones se présente comme un conte ou un roman, c'est-à-dire une structure qui se complexifie avec le temps, son temps, celui linéaire et orienté de la narration, mais aussi celui de la succession des voyages, puisqu'on a 3 narrations. On peut parler à cet égard d'une densité narrative que le déploiement du récit intensifie, mais selon les règles que ce récit s'est implicitement donné. C'est ainsi que la relation s'établit tout d'abord de façon fort simple et comme naturelle, nulle surprise manifeste lors de la première rencontre. Cartier sait qu'il va rencontrer des gens qui ne se trouvent pas en terra nullius. Terra nullius, terre de personne, c'est un concept qui a beaucoup servi aux Européens, qui est au départ une bulle d'un pape dont j'oublie le nom, celui qui a mené une des croisades. Terra nullius, ça donnait l'autorisation aux princes chrétiens
d'occuper et de considérer comme leur les territoires des infidèles. Ils avaient beau être là, c'est comme s'ils n'étaient pas là parce que la terre ne leur appartenait pas, comme ils étaient précisément des infidèles. C'est ça ce concept de terra nullius. Jacques Cartier, lui, n'en fait pas état, bien sûr, et ne fait pas entrer en compte, mais je crois que plus tard, cela jouera. Bon, alors, donc, c'est nulle surprise manifeste lors de sa première rencontre. Cartier sait qu'il va rencontrer des gens qui ne se trouvent pas en terra nullius, comme diront plus tard les textes juridiques des Européens, ouvrant ainsi une voie légale à tous les abus qui allaient suivre et perdurent encore au Canada dans la loi des Indiens adoptée en 1876 et jamais abrogée, où symboliquement la couronne britannique accueille encore ses enfants indiens en daignant leur octroyer une petite partie de leur propre territoire sous l'appellation infamante de réserve. D'ailleurs, ces premières évocations des autochtones, après celles des lieux liés à la navigation et celles de la faune, oiseaux et ours avant les poissons, seront justement liées à la terre, et il n'est guère étonnant que la description repose alors sur une référence biblique, terre de Caïn, et étymologique, puisque comparés aux rochers, les autochtones semblent littéralement sortis de la terre. Ils sont, les uns comme les autres, effarables. Et si les rochers sont en plus mal rabotés, les rochers sont effarables et mal rabotés, les gens qu'ils voient ici sont pour leur part sauvages, ce qui est aussi une lecture étymologique, puisque le sens de qui est à l'état de nature évoqué tout à l'heure peut se comprendre ici, à cause du parallélisme de la formule de Cartier, comme voulant dire demi-civilisé, insuffisamment poli ou raboté. Autrement dit, il dit que les rochers sont effarables et mal rabotés. Il dit que les autochtones sont sauvages et pas mal rabotés, mais le terme qu'il utilise, c'est effarable. Non, je suis en train de me... Si, c'est ça. Oui, c'est ça. Hein, bon. Sauvage et effarable, et les rochers sont effrables et mal rabotés. Et mal rabotés. Bon, alors voilà, c'est ça. Là, Donc, je le sais parce que je suis dans le... oui, je sais, vous allez parler... Donc, mais vous avez raison. Oui, bon, tant mieux. Alors c'est ça, ça veut dire que, vous voyez, d'ailleurs, il y a une rhétorique de Jacques Cartier, ou une poétique de Jacques Cartier qui, moi, me frappe beaucoup, c'est à quel point c'est binaire. C'est toujours deux adjectifs. Hein. Alors, effarable et sauvage, et c'est d'autant plus intéressant que, bien souvent, le deuxième adjectif de l'un est habité par le deuxième adjectif du premier. C'est ce que j'essaie de dire en disant qu'au fond, hein, les autochtones sont sauvages, comme les rochers sont mal rabotés. Ça veut dire que le sauvage, on voit très bien, c'est non seulement un être de la forêt, un être de la nature, mais c'est un être insuffisant, en quelque sorte, hein, qui n'a pas atteint la civilisation qu'on va lui apporter. Bon, et alors, à un autre moment, c'est très frappant aussi, Jacques Cartier va utiliser le terme « sauvage » pour dire, et c'est intéressant de voir comment ça peut jouer aussi avec mal raboté, en quelque sorte, pour dire « pauvre ». Il dit « celle gens se peut nommer sauvage, car c'est la plus pauvre gens qu'il puisse être au monde ». Alors vous voyez, il fait une sorte d'équation entre cette fois-ci sauvage et pauvre, et très pauvre, extrêmement pauvre. Bon. Alors, on voit comment, sans tout à fait nier la civilisation indienne, ce sont des êtres humains et non des bêtes, on la dévalue en insistant sur ce qui est perçu comme une insuffisance. Quoi qu'il en soit, après avoir reconnu que ces gens sont assez de belle corpulence, mais effarables et sauvages, il décrit leurs habillements en insistant sur ce qui différencie leur façon de coiffer leurs cheveux de celle des Européens, et en passant aussitôt à ce qui les assimile au paysage, où, comme je l'ai dit, il a jusqu'ici détaillé des oiseaux et au moins un ours. Alors, dans leurs cheveux, il n'y a aucune plume de oiseau, ils se vestent de peau de bête, tant hommes que femmes, ils se peignent de certaines couleurs tannées. Puis c'est l'évocation par l'instrument utilisé de l'activité à laquelle il les voit se livrer et de la conclusion qu'il en tire. Ils n'habitent pas plus ici que lui, ce sont des gens d'ailleurs, les premiers qu'il rencontre. Introduction du motif de l'Amérindien venu d'ailleurs ou y résidant. Ce motif jouera un rôle important dans ce qui va suivre. Je cite, «
Ils ont des barques en quoi ils vont par la mer qui sont faites d'écorce, de bois, de bouleaux, ou avec lesquels ils pêchent force loups marins. Le tout se conclut par une prolepse d'un puits. Depuis les avoir vus, j'ai su que là n'est pas leur demeurance. Ça, c'est les premiers qu'ils voient. Et qu'ils viennent des terres plus chaudes pour prendre d'édits loups marins et autre chose pour leur vie. Les naturels, donc je l'ai dit, sortent du paysage, comme il se doit dans toute relation du détachement métonymique d'un objet sur un fond. Quand on découvre quelque chose, c'est comme ça qu'on procède. Mais ils sont en relation spéculaire avec celui qui les voit. La relation est d'emblée métaphorisée, spécularisée. Ils n'occupent pas le lieu où on les discerne, ils ne font comme Cartier qui passait. Le voyageur français rencontre ici d'autres voyageurs, puisque les êtres de la forêt sont d'abord au moment de la rencontre des coureurs de mer, même s'ils portent sur leur personne les couleurs et les signes de la terre. Cette différence au niveau des apparences s'enlève toutefois sur une communauté ponctuelle d'occupation d'un territoire qui, dans sa localisation précise, n'appartient ni aux uns ni aux autres. L'Indien, cet Indien-là, n'est pas tout à fait chez lui. On le voit, la reconnaissance de l'être humain dans l'autre, mais pas tout à fait du civilisé, s'articule à cette autre identification qui fait de lui un autre voyageur, c'est-à-dire un peut-être pas si autochtone que ça. C'est sur ce chiasme que repose le caractère naturel que revêtira la première rencontre effective avec échange de salutations et de biens. Ce sera une rencontre entre presque semblables, mais ce presque ouvre un espace immense où une bonne partie de la narration va s'engouffrer. Loin de la forêt et de sa sauvagerie, la monstruosité de l'émerveillement devant l'autre va être atténuée par ce simple fait d'une rencontre, pour ainsi dire en terrain neutre, tous, Français comme autochtones, faisant partie du voyage, ils s'entendront pour se répartir ses richesses. Bien sûr, celles des voyageurs sont des fruits de culture qui proviennent d'ailleurs, alors que ce qu'offrent les Amérindiens est le produit d'abord du sol, peau, fourrure, puis de la mer, poisson, et que seule une partie du produit a été transformée. Encore est-il important de souligner que l'échange sera dès le départ asymétrique, mais d'une autre façon. Il commencera par un don pur et simple de la part des Français, sans doute un gage de bonne volonté, une offrande tenant lieu de proposition d'alliance. Ayant en effet vu depuis leur navire un homme qui courait sur la rive à leur poursuite et leur faisait signe de revenir au cap d'où ils étaient partis, les Français interprètent positivement des signes qui auraient aussi bien pu vouloir dire aux envahisseurs de rebrousser chemin et de revenir encore plus loin jusque chez eux, puisque l'homme leur fait signe de revenir. Alors lui, il comprend, il fait signe de revenir d'où on vient, mais peut-être leur fait-il signe de revenir, d'aller au diable finalement. Alors, écrit-il, alors nous descendîmes à terre devant lui, lui qui courait devant eux, parce que quand il les a vus le suivre, il s'est mis à courir et il s'est enfui. Alors, il y a tout un jeu sur le d'avant, c'est vraiment un texte qui est construit comme un texte littéraire. Alors, lui qui courait d'avant nous, nous descendîmes à terre devant lui et lui mîmes un couteau et une ceinture de laine sur une verge, et puis nous en allâmes à nos navires. Parce que l'autochtone a fui. Alors, ils lui mettent quelque chose, un cadeau. Comme on voit au rôle que joue la préposition d'avant, il s'agit d'une procédure d'apprivoisement. L'homme court d'abord après eux en leur faisant signe de revenir ou de repartir, c'est selon, puis il court devant eux, qui ont interprété ces gestes comme une invite à rencontre, et quand il a disparu, à leur arrivée, il laisse devant lui une offrande, puis s'en vont. Cette procédure d'apprivoisement va être à son tour retravaillée, inversée, qu'elle se montrera d'être cette fois mise en œuvre par les indigènes. Ils sont d'abord dans leur canoë, mais apercevant les Européens, je cite, « descendirent à terre un grand nombre de gens qui faisaient un grand bruit et nous faisaient plusieurs signes que nous alissions à terre, nous montrant des pots sur des bâtons. » L'asymétrie de la rencontre va se déporter sur un autre thème, ne se trouvant alors qu'avec une seule barque. Cartier prend peur et tente de fuir, mais il est rattrapé. C'est alors qu'intervient le célèbre épisode du Naputu Daman et Surtap, dont on va nous parler après-demain, sur lequel je ne m'attarderai pas, puisqu'on va en parler vendredi.
qu'il me suffise de dire que cette formule micmac, qu'il ne comprend pas mais cite telle qu'elle, montre qu'il a du moins bien compris les gestes dont les Indiens l'accompagnent, puisqu'il écrit les voir faire plusieurs signes de vouloir notre amitié, nous disant en leur langage, et ici je traduis, « Ami, ton semblable t'aimera ». C'est ce qu'on sait que la formule voulait dire. Lui, il ne le sait pas, mais il interprète malgré tout correctement le signe. On conviendra que l'explorateur fait preuve d'une exceptionnelle perspicacité, puisque des signes d'amitié ne sont pas aussi évidents dans toutes les cultures que peuvent l'être ceux qui ont trait à des évidences spatiales du genre « va-t'en, reviens, viens ». Cette première possibilité de rencontre effective, in presentia, c'est la toute première, avorte quand Cartier, inquiet du nombre et de la proximité des autochtones, leur fait par 2 fois tirer du canon au-dessus de leur tête. Mais il prend bien soin de préciser qu'il ne leur tire pas dessus. Cette presque agression de la part des Français et le soupçon qui a fait lire dans l'offre une menace sont vraiment un des nœuds du récit. Tout est en place, comme j'espère le montrer encore plus loin, pour l'effacement, au moins symbolique, de l'autochtone, accompli presque implicitement par la recombinaison de la plupart des éléments ici introduits. Distance, nombre, don ou échange, signe, enfin. Dans la deuxième relation, quand le récit s'étoffera, s'éloignant de plus en plus de l'échange théoriquement égal qu'est le troc, parce qu'un troc, ça implique une certaine égalité. Après que Cartier aura purement et simplement kidnappé 2 Indiens, qui plus tard à son retour lui serviront d'interprètes, toute cette deuxième relation fera intervenir 2 éléments majeurs du récit, la ruse et la traîtrise. Et elles représenteront purement et simplement une projection des sentiments et des réactions de Cartier sur ses hôtes. On n'a qu'à penser à cette équivalence dans les premiers trocs entre les objets échangés. Cartier, dans sa première relation, insiste sur le peu de valeur des peaux et fourrures qu'on lui propose en échange de ces objets à lui, dont il souligne constamment qu'ils sont de peu de valeur, couteau, chapelet, etc. La relation est alors présentée comme égalitaire. Il nous offre des objets de peu de valeur, on leur donne des objets de peu de valeur. Mais plus tard, alors qu'il aura manifestement appris la grande valeur de ce qu'on lui offre en échange, dans la deuxième relation, en échange de sa pacotille, l'explorateur ne fera qu'insister sur le peu de valeur de sa partie du troc, comme s'il voulait dire au roi, son destinataire et son commanditaire, qu'il les avait bien roulés, ces êtres de nature. Tout cela va ordonner une autre séquence narrative fortement structurée par le thème du nombre, c'est-à-dire aussi de la valeur monétaire et de l'avantage guerrier qu'il peut conférer, l'épisode du miracle de la guérison des Français. La duplicité dont on soupçonnera alors les autochtones sert ici, avouée candidement par le Français, à rétablir l'inégalité que le troc interdit en principe au niveau des échanges. Elle éloigne l'Indien comme le canon que l'on fait tirer au-dessus de sa tête. Elle l'éloigne de celui qui ne veut décidément pas se reconnaître comme son semblable. Ainsi, le naturel de la rencontre se trouve-t-il contredit par l'arrière-pensée. Ainsi, l'apparente bienveillance du simple commerçant échangeant ses produits cache-t-elle déjà, sinon une forme d'agressivité, du moins une logique de l'exploitation. Celle-ci, d'ailleurs, va apparaître dans le naturel encore, avec lequel Cartier procédera, comme un entomologiste ou un chasseur de papillons, à ce qui ressemble fort à un prélèvement. Il emporte 2 indigènes, il emporte 2 indigènes, oui, il les exporte, sans apparemment se poser de questions, ni bien sûr s'enquérir de leur volonté personnelle. J'insiste sur apparemment, car le naturel avec lequel il agit dans ses rapports avec les autochtones repose sur un manque qui semble bien délibéré d'explicitation. Il nous dit qu'il enlève 2 indigènes, mais il ne nous dit pas pourquoi. Il ne donne pratiquement jamais les raisons de ses gestes. Bien sûr, la pratique était courante depuis Colomb, c'est-à-dire près d'un demi-siècle, et sans doute Cartier l'a-t-il apprise de Verrazzano, mais il reste que cette pratique de toute justification, cette absence de toute justification, ce naturel, ne laisse pas d'être troublant en ce qu'il traduise une volonté d'accaparement qu'aucune mauvaise conscience ne vient troubler. Et un refus total de considérer un éventuel échange d'otages dans ce cas-là, ce que rendra encore plus évident l'offre ultérieure qu'on va lui faire d'une petite fille, comme pour reprendre le processus de l'échange à son tout début,
et comme gage de bonne volonté, puisqu'en prenant cette fois l'initiative de l'offre, on manifeste qu'on attend qu'il y réagisse par une offre équivalente. Ainsi, les autochtones tenteront désespérément d'éduquer Cartier, en douceur, mais sans succès. Mais à mesure que le récit avance et que les captifs ramenés chez eux prennent, au moins pour l'un d'eux, l'image de la traîtrise, la familiarité se marque par l'ampleur des descriptions d'une part et d'autre part, dans la façon dont s'installe une relation qui, cette fois, semble vraiment égalitaire. Mais pourquoi? Parce qu'elle est comme inversée. Cartier se comporte en monarque qui accepte de bonne grâce ce que lui donnent les monarques locaux. La totale absence d'évocation d'une quelconque réaction à l'offre que lui fait Donnacona d'une fillette évoque cette fois une transcription européenne presque automatique de ce qui se passe sur les bords du Saint-Laurent. Cartier accepte la fillette comme on se conforme à une coutume tribale, celle, dans ce cas-ci, des monarques d'Europe, qui s'offrent entre eux des jeunes filles prépubères afin d'asseoir des alliances, d'augmenter en quelque sorte leur famille et de pouvoir s'appeler réciproquement mon cousin. La relation spéculaire, d'abord déniée dans le troc inégal, se trouve ici réversibilisée. L'autre n'est qu'un reflet de moi-même et sa singularité se trouve radicalement effacée. S'il s'agit à ce stade de faire coïncider l'autochtone avec celui qui le découvre, effacement par la pratique reconnue commune, il pratique l'exomanie faiseuse d'alliance comme moi, après l'effacement par la réduction à un simple prélèvement dans le paysage, métaphore après la métonymie, l'étape suivante consistera, après l'avoir en quelque sorte transporté dans l'Europe des alliances monarchiques, à s'imposer soi-même à lui comme une surimpression sur le paysage. Ce sont les gens vêtus de drap qui peuplent, dit-on, le Saguenay. Certes, cet aboutissement au même, mais en fin de course ou presque, cette spécularité parfaite de soi à soi, cette fin de la quête en forme de cul-de-sac, tout cela n'est qu'un écran de fumée ou un leurre tendu par l'autochtone. Et Cartier ne s'y risque pas, sans doute pour maintenir l'illusion rassurante et justifier un autre voyage, narcissique en quelque sorte cette fois, mais structurellement, ce désir de l'Indien d'envoyer l'Européen voir ailleurs s'il y est, se combine à sa réticence, au contraire, à l'aider, à rencontrer Hochelaga, autre indigène, autre soi-même. Autrement dit, on voit que ce que fait Jacques Cartier les autochtones le font à son endroit, comme s'ils étaient pris dans un piège rhétorique qui vient en quelque sorte de Cartier. Comme si le renvoyer à une altérité radicale des Blancs, peut-être au Saguenay, servait à cacher l'altérité plus nuancée qu'on lui interdit de découvrir à Hochelaga. Les identités se croisent dans une véritable danse d'altérité. Et plutôt que d'un carré sémiotique grémacien, c'est d'un quadrille qu'on pourrait parler. Le miroir tendu entre soi et l'autre vole, on le voit, en divers éclats, qui sont autant de reflets trompeurs. En refusant à Cartier la possibilité de découvrir l'autre du même, de nuancer Donnacona par Hochelaga, de faire jouer la variation et la diversité, on le renvoie au contraire à un autre lui-même, à la redondance mortifère, à une identité qui n'est que répétition. C'est ce que souligne la très étonnante symétrie qui va renforcer encore davantage par son évidence cette volonté sans doute de Donnacona de s'imposer à Cartier comme le seul indigène à considérer. Façon bien sûr d'affirmer son importance, mais aussi agrandissement du paradigme de l'accueil que marquait déjà l'offre de la fillette. En effet, agissant comme truchement ou informateur, Donnacona compare ces improbables Saguenayens à d'autres Indiens que Cartier connaît fort bien. Et là, on va voir un autre parallélisme, un autre balancement que j'attribue en propre à Cartier, mais qui est comme endossé ici par Donnacona. Si vous pouvez le voir rapidement. Et là, il va falloir... Doubler le temps de parole. Doubler ? J'avais promis que j'en ferais moins, mais bon. Alors, bon, brièvement, alors, je passe très vite sur les citations. Alors, Donnacona dit à Cartier, et nous ont fait entendre qu'au dit lieu, à Saguenay, les gens sont vêtus et habillés de bras comme nous, et qu'ils ont grande quantité d'or et cuivre rouge. Alors que le Hochelaga, qu'on l'interdit d'aller voir, il est, lui, au contraire, habillé comme eux. Cartier demande des précisions et on lui dit qu'ils n'ont pas d'or ni de cuivre.
les gens de la Floride, qu'il identifie à la Floride. Et c'est pour ça qu'il ne va pas aller à Saguenay, finalement, parce que ce qui l'intéresse, c'est l'or et le cuivre. Bon. Alors, ma conclusion de tout ça, puisque je suis obligé de la faire, c'est l'épisode du miracle. L'épisode du miracle est absolument prodigieux. C'est un épisode au cours duquel Jacques Cartier raconte comment lui et ses hommes sont guéris du scorbut par un remède autochtone. Alors il commence par rencontrer un autochtone qu'il a déjà vu malade. Et alors il est tout surpris et il demande à l'autochtone comment il a fait. L'autochtone lui confie 2 femmes qui vont l'aider à trouver le remède sur un arbre. Une concoction de thuya, je crois. Hein. On lui ramène ça et Jacques Cartier dit « c'est la miséricorde de Dieu ». Et il formule ça de telle façon que c'est comme un kyrie. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié. 2 fois de suite, il dit « je vais vous raconter ce qui s'est passé ». Le miracle. Et 2 fois de suite, il dit « le Seigneur a pris pitié de nous ». Comme il sera dit dans le chapitre suivant. Le chapitre suivant, il est redit « le Seigneur a pris pitié de nous », comme il sera dit dans le chapitre suivant. C'est rien qu'au 3e. C'est comme si finalement Kyrie eleison, Christe eleison, c'est comme si la prière avait été exaucée avant d'être dite, finalement. Hein. Mais son texte prend la forme de la prière. Et c'est comme ça qu'il efface complètement l'autochtone, parce qu'en plus, ce qu'il efface, c'est la civilisation autochtone, c'est-à-dire ce savoir ancestral qui leur a permis de savoir que le thuya pouvait guérir le scorbut. Bon voilà, j'avais une autre conclusion, mais là, excusez-moi d'en avoir abusé. Merci. Merci.